Salut à tous, on se retrouve pour le jour numéro 24 de Road to 100K. Ça va être un peu spécial, ça fait une semaine, si vous me suivez un peu, où vous voyez que j'ai rien posté. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait, mes stats au niveau de la com, elles sont pas bonnes, elles sont pas terribles du tout même, pour plusieurs raisons. Le format Road to 100K rapporte des vues, mais pas tant que ça. Je vais le continuer, mais je vais changer le nom et je pense que je vais changer également le format. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Et donc aujourd'hui, en fait, le gros sujet, ça va être par rapport à une idée, par rapport à un concept qui, je pense, est hyper important et qu'il faut appliquer, tout le temps, surtout quand on commence, surtout quand on a, pas trop de moyens comme moi actuellement, c'est Pareto. Pareto, c'est quoi? C'est l'idée que 20 de tes actions génèrent 80 de tes résultats et que 80 de tes actions génèrent 20 de tes résultats. OK? Et donc là, du coup, j'ai réfléchi à qu'est-ce qui peut faire augmenter, par exemple, le nombre de vues de ma chaîne YouTube et augmenter ma visibilité sur LinkedIn, sur les réseaux, que je peux mettre en place, qui sont dans les 20 qui vont me permettre de augmenter ma visibilité. J'ai regardé aussi pas mal de trucs sur comment faire des meilleures vidéos YouTube. Déjà, j'ai noté plusieurs grosses erreurs que je connaissais pas, des cuts. En fait, j'avais jamais fait de vidéo YouTube, jamais fait de montage. Pour moi, je me suis dit, ça vient aussi du contenu que je consomme. Je consomme pas mal de conférences et de contenu type Idriss Aberkane, podcast, un peu Oussama Hamar, Yomi Denzel, Alec Henry, tout ça. Et il n'y a pas de cut. C'est que du contenu live et mine de rien, pour le moment, j'ai pas leur éloquence et leur capacité à parler, je suis pas conférencier. Donc, il faut que je trouve une technique pour pallier à ça, parce que le fait que je parle pas assez bien pour capter l'audience pendant 20 minutes, 30 minutes, ça fait chuter ma rétention sur mes vidéos, et donc du coup, ça me fait faire moins d'impressions, ça fidélise moins, ça me fait moins de watch time, et en fait, c'est un espèce de cercle vicieux. Ma conclusion, c'est il faut que je fasse des vidéos YouTube avec un bon taux de rétention. Pour augmenter mon taux de rétention, il faut que j'applique Pareto. C'est quoi les actions que je peux mettre en place pour augmenter le taux de rétention sur mes vidéos YouTube? J'en ai détecté 3. Et il y en a 2 que je vais mettre en place maintenant, avec les vidéos, on va dire plutôt de contenu et moins les vidéos un peu vlog là comme ça avec comme Road to 100K. Je vais me former et travailler le montage parce que je pense que le montage, même si j'améliore mon éloquence, ça sera toujours un plus, tu vois. Tu combines quelqu'un qui sait bien parler avec un super montage, t'as une vidéo de malade. Mais aussi, il faut prendre en compte que j'ai pas de matos. Là, je filme avec ma webcam de l'ordinateur et enfin là, vous voyez, en fait, j'ai une vieille lampe de bureau qui fait la lumière pour essayer de faire vite fait une lumière à peu près potable. L'image, elle est éclatée et j'ai mis un espèce de vieux fond cyberpunk, je sais pas trop quoi, on croirait que je suis un martien. Bon, faut être objectif, c'est pas terrible. C'est pas terrible. C'est pas terrible, faut être honnête. Donc, j'ai réfléchi, j'ai regardé plein de trucs sur les montages, sur comment faire des vidéos YouTube, et j'ai essayé de faire un Pareto avec les moyens que j'ai. Donc l'idée, c'est que je vais continuer donc les vidéos, peut-être pas journalières, mais une tous les 2 jours, tous les 3 jours, pour vous parler du coup de mes avancements, de mes découvertes. Là, je suis en train de rédiger un script. Je rédige des scripts maintenant pour les vidéos, alors qu'avant je les ai un peu à la wall again, en mode c'est bon, j'ai des bullet points, on va improviser, tout le monde va m'écouter, c'est, heu, c'est Charlot le King, voilà, mais en fait pas du tout. Mais enfin après voilà, il faut faut faire des trucs pour se rendre compte que qu'on est nul. Et donc du coup, les actions à mettre en place, c'est en fait montage. J'ai noté donc cut, transition avec des sons. C'est des trucs en fait qui sont débiles. Mais transition, il y a pas de son. Mais toutes les vidéos qui font des vues, en fait, les trucs de base au niveau du montage, donc tu mets des cuts pour dynamiser la vidéo. Les transitions, tu mets un espèce de bruit qui fait. Enfin, je sais pas ce que c'est comme bruit, genre. Ensuite, un autre truc, c'est il faut une intro avec ce qu'ils appellent des b-rolls. Alors les b-rolls, c'est des images, vous savez, les images là avec les graphiques, les machins, nanana, nanana. Ça, faut que j'en fasse parce que, en gros, moi je le comprends comme ça. En fait, ça te hook pour toute la vidéo et du coup, tu mets en copywriting, ça s'appelle un peu des open loops. Euh, c'est des ouvertures sur le sujet pour dire dans cette vidéo, nous allons voir comment. Et là, tu mets le problème de la personne qui regarde, tu vois. Et donc du coup, ça va hooker la personne et il va dire: «Ah putain, il va forcément y avoir une pépite dans la vidéo».
pour mettre ce genre de choses, ce genre de petites open loop, de petites hooks. Et ça me paraît super important. Et donc, intro écrite, faire un script au moins pour l'intro. Parce que typiquement, genre, va y avoir sûrement des vidéos que je vais faire en mode 10 façons un peu surprenantes d'utiliser ChatGPT. Bon, là, faut faire une intro qui claque. Et après, le reste, je sais qu'au montage, en parlant correctement, je pense qu'en faisant des cuts, 2-3 petites images bim bim, ok, ça va le faire. Deuxième truc, c'est à chaque chapitre, dans la structure de la vidéo, ils mettent des images genre en mode petite musique, hop, le nom du chapitre. Je pense que je vais mettre. Faut qu'au montage, là, faut que je mette justement ce truc-là, comme ça, vous comprendrez mieux. Mais, et du coup, pareil, pour les transitions, faut que je les mette comme ça, vous verrez. Et les b-rolls, je vais en mettre une, comme ça, vous verrez ce que c'est. C'est pour expliquer un peu une image, par exemple. Quand on explique le principe de Pareto, on met pancarte 4. Alors, par exemple, pour prendre une décision, il faut qu'on réfléchisse au 80-20. Donc, pour prendre une décision, là, tu mets une image d'un mec qui, comme ça, là, en train de regarder au loin, qui pense. Et après, tu mets une pancarte, bim, 80% des actions égale 20% des résultats, 20% des résultats égale 80% des actions. Tu vois. Et là, tu as un montage comme ça dynamique. Et en fait, vu qu'il y a de l'action, ça va dynamiser la vidéo et ça va améliorer ta rétention, plus d'impressions et machin. Également, deuxième truc. Alors, non, j'ai pas fini avec le montage. Montage aussi, voilà, les grandes idées avec des pancartes, avec des espèces de sous-titres qui expriment l'idée. Et franchement, je pense que rien qu'avec ça, ça va me prendre plus de temps de faire des vidéos, mais par contre, je vais faire exploser mon taux de rétention parce que c'est vraiment les trucs que j'ai remarqués dans toutes les vidéos que j'ai vues, dans tous les trucs de montage, machin, qui reviennent tout le temps. Tous les trucs en mode, tu sais, les effets, nanana, nanana. C'est pas. Je pense pas que ça soit ça qui ait vraiment l'impact. Le truc, c'est chapitre, cut, ça crée du dynamisme. T'as du dynamisme, tu mets les grandes idées comme ça, bim, ça marque. Tu mets une idée, tu mets un espèce de brum, un petit bruit derrière. Et c'est cool. Aussi, peut-être faire des petites blagues. Bon, après, ça va rajouter du temps au montage et je suis pas sûr que ça va être l'élément qui va faire que ça augmente vraiment la rétention. Deuxième truc ultra important où j'ai pas passé assez de temps et finalement je devrais passer vraiment plus de temps, c'est les vignettes. Donc là, il y a une vidéo où j'ai retravaillé la vignette. T'as des espèces de trucs qui sont ultra pertinents, je trouve. C'est par exemple, tu mets ta tête avec une expression genre comme ça là, bah ça, mine de rien, ça hook l'attention, ça t'accroche le truc, hop, et là, il faut que tu mettes un élément qui attise la curiosité, où il se dit oh, c'est curieux. J'ai vu une vignette par exemple pareil sur ChatGPT, elle est super simple, mais je me suis dit: «Waouh, elle est ultra efficace». C'est une meuf, elle fait la tête, comme ça et en gros, t'as logo ChatGPT et critique-moi. Tu et en fait, c'est vrai que tu te dis: OK, de quoi ça parle? Au moins tu vois la vignette et du coup, en fait, dans le processus de quand tu regardes les vidéos sur YouTube, quand tu regardes ce que tu vas regarder, tu vois la vignette. Donc la vignette, en fait, il faut que tu blindes en curiosité. C'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais il faut que ça soit proche du sujet de la vidéo, mais tu es assez libre par rapport au sujet. Mais vraiment, tu dois curiosité à mort et après le titre, là, je pense que tu dois cibler le besoin et ou rajouter une couche de curiosité pour vraiment faire cliquer. Après, du coup, si tu suis le schéma, le parcours utilisateur, il va arriver sur l'intro. Là, l'intro, tu dois le hooker à mort avec, du coup, comme je disais, une intro, un joli montage, bam bam, scripté, tu dois bosser le copywriting. Et après, vu qu'il est engagé dans le truc, même si la suite c'est un peu moins bien, techniquement, il y a plus de chances qu'il reste et qu'il regarde tout le long de la vidéo. Après, j'ai vu une autre technique, je pense que je vais mettre en place, c'est sur chacune des sous-parties, c'est tu commences par une petite histoire pour relancer l'attention. Là, par exemple, j'ai expliqué plein de trucs pendant 6 minutes. Je crois pas que j'ai raconté d'histoire. Donc là, c'est probable qu'en fait, il n'y ait plus personne qui regarde la vidéo. C'est ultra probable. Bon, là, j'ai pas travaillé de script, donc j'ai pas d'histoire là à vous raconter en mode Père Castor. Mais ouais, du coup, réfléchir à quand je structure ma vidéo, une grande partie, une histoire. Une grande partie, une histoire pour relancer l'attention. Et j'ai vu un post là, je trouvais super intéressant comme structure de post LinkedIn là, ce matin. C'est un mec qui commence.
il fait 2 phrases pour poser le décor d'une histoire et à la fin, tu as une morale. Tu vois, par exemple, si tu prends ChatGPT, si tu es sur le thème ChatGPT, l'IA, ça peut être un truc du style, ça fait la 10e fois que tu es en train d'écrire ton prompt, tu as un résultat éclaté et l'IA te raconte n'importe quoi. OK, bon, c'est une idée, elle est pas terrible, mais toi, tu poses le décor et tu mets un peu de curiosité dans la description du décor pour hooker l'attention, pour accrocher l'attention et qu'ils disent: «Waouh, attends, ça me parle, mais c'est vrai que là, il appuie» ou tu vois, tu sur une petite émotion qui est courante. Machin est plein de frustration, après avoir demandé pour la 10e fois la même chose à ChatGPT. Là, tu dis: «Ouais, bah» et en fait, il faut provoquer une réaction sur la première phrase. Tu vois, là, par exemple, sur ce que j'ai dit, c'est, il est plein de frustration car il a demandé, pour la 10e fois, la même chose à ChatGPT. Là, va y avoir plusieurs réactions. Il y a le mec qui va se dire: «Ouais, non, mais il est con, c'est la 10e fois qu'il a qu'il demande la même chose à ChatGPT, il est idiot ce mec-là». Après, tu vas voir le mec qui fait: «Bah oui, mais ChatGPT, il est complètement débile». Tu vois? En fait, il faut que tu provoques une réaction, je pense, au niveau de l'accroche et il faut que ça soit émotionnel et là, du coup, tu payes t'as l'attention du mec et vu que tu as mis une émotion, ça va enclencher une action. Je pense qu'il faut toujours réfléchir sur ce truc-là, c'est d'abord l'émotion et ensuite, on va aller sur le truc logique. Et ça, typiquement, je suis en train de me rendre compte que sur mes posts LinkedIn, je le mets vraiment pas assez en avant. J'avais fait une automatisation pour des posts LinkedIn où justement je lui disais de commencer par une histoire en détaillant une situation de la vie courante de la cible pour que, typiquement, la personne se reconnaisse. Mais ce qui manque, c'est ouais, curiosité, émotion. Sinon, la personne, elle lit pas. Et en fait, sinon, si elle te connaît pas, il faut curiosité, émotion. Et si elle te connaît, bah, et qu'elle t'aime bien, bah du coup, elle va voir que c'est toi et du coup, elle va te lire. On peut conclure qu'il y a 2 cas de figure, c'est elle te connaît pas, on est sur du trafic froid, c'est émotion, curiosité, sinon elle te lit pas. Et si elle te connaît, en fait, c'est ta brand, donc ton image de marque qui va faire qu'elle te lit. Donc voilà pour les vidéos. Je résume rapidement. Je vais faire des cuts, transition plus son, intro écrite avec donc, des petits montages, des chapitres, les grandes idées avec des panneaux et des espèces de sous-titres. Également, j'ai commencé à me prendre la tête là sur, m'acheter une webcam ou je sais pas quoi. Franchement, je pense que je vais pas acheter de webcam. J'ai un micro, ça suffit. Je vois pas trop l'intérêt pour le moment, en dessous de 1000 ou 2000 abonnés. Je vois des mecs qui font des vues avec, mais des setups complètement éclatés et là, ça revient encore sur le truc de Pareto, c'est pour le moment, moi dans mon schéma de Pareto, toi si je visais à faire, des vidéos à 200, 300, 400 000 vues, ouais, là il faut setup, machin, nanana. Je peux pas, j'ai pas les moyens, c'est pas ma cible. En fait, il faut que je sois plus niché. Donc, il faut que je priorise et que je réfléchisse à c'est quoi le plus efficace pour créer le plus de levier avec les moyens que j'ai. Et là, typiquement, là j'ai noté, je me suis dit, Pareto webcam avec une ring light, machin. En fait, non, on s'en fout, hein. Vraiment, je vais me filmer là comme ça avec ma vieille lampe de chevet. Et au pire, sinon, j'ai regardé, il y a des mecs qui ont des chaînes YouTube où ils montent pas leur tête. Et je me suis dit, bah, à la rigueur, je vais faire ça, hein. Parce que si je monte pas ma tête, au pire, enfin, je mets des jolis montages, je commence à regarder, voilà, juste je mets des images avec des zooms, et il y a des gars, il y a les vidéos, elles font des centaines de milliers de vues, et ça marche, quoi. Donc je me dis: «Autant pas montrer ma tête ou la montrer de temps en temps pour l'intro», quoique même pas, en fait. J'ai vu franchement les meilleures intros que j'ai vues, tu vois pas la tête du mec, tu le vois après. Donc je me dis: «Ma tête, c'est pas forcément utile que je la mette». Enfin, si vous en êtes encore là dans la vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez voir ma tronche ou pas? Je sais que de voir la tête de la personne, en gros psychologiquement, ça crée plus de liens, tu crées du lien avec la personne, machin, bidule. Je sais pas si c'est hyper utile. Après, on va tester, on va tester. Donc là, pour les actions qui ont été mises en place ces derniers temps, j'ai fait environ une semaine et demie à 2 posts LinkedIn par jour. Ça a cannibalisé mon reach. J'ai fait une semaine où bon, je fais un record perso, mais je suis monté, je crois, à 5000 impressions, en une semaine et là, mon reach a drastiquement baissé. Je sais pas trop pourquoi, en fait, ça m'était déjà arrivé, j'avais déjà posté pendant un mois sur LinkedIn et à la fin, c'est vrai que le reach baissait. Je me dis, je pense que c'est LinkedIn qui teste un peu. Enfin, je sais pas, je le vois comme ça et je me dis, en fait, il faut que j'aille sur la durée,
continuer à commenter des posts. Aussi, un autre élément que j'ai mis en place, c'est que je me connecte avec des gens tous les jours qui like des posts similaires à ce que moi je peux faire. Parce que je me dis, en fait, c'est le type de cible qui probablement va le plus liker mes posts et donc, du coup, augmenter l'engagement, créer de l'engagement, machin. Enfin, vous voyez le genre de boucle. Après, là, moi, dans l'idée, c'est que je pense qu'il faut pas que je connecte juste, il faut que je connecte et que je parle à 10 personnes pour bâtir du réseau, en fait, et leur parler, leur proposer des rendez-vous. Autre chose que j'ai mis en place qui est assez intéressant, c'est j'ai proposé des coachings gratuits et juste avec un coaching gratuit, là, j'ai déjà un autre rendez-vous pour peut-être continuer avec eux. Donc franchement, je pense que je vais proposer du coaching gratuit, là, 1 heure de coaching gratuit où vraiment, je vais essayer de donner de la valeur et après, s'ils veulent continuer, bah, du coup, je le ferai payer. Mais au moins, ça me permettra, un témoignage client, 2 ça peut créer une viral loop en mode: «Ah, ce mec-là est plutôt calé sur ChatGPT, il fait des coachings gratuits, donc c'est intéressant d'aller lui parler» et 3 ça peut me permettre de déboucher sur des prestats après. Donc intéressant, je pense que c'est justement dans l'ensemble des actions que je peux faire, c'est probable que là, actuellement, à l'étape où j'en suis, ça soit, les 20 qui vont pouvoir générer 80. Parce que mine de rien, OK, faire des montages, des vidéos, bidule, nanana, sur le long terme, ça va rapporter, mais là, il faut aussi que je mette des actions en place qui permettent de faire rentrer du cash rapidement. Je pense qu'il faut aussi que je priorise là-dessus, me mettre sur des plateformes de freelance. A priori, ça marche. Donc voilà pour LinkedIn. YouTube, ça marche plutôt bien, donc là, j'ai changé une vignette de la vidéo, utiliser l'API ChatGPT. Bon, bah, ça a augmenté le taux de conversion. Là, j'ai fait des clics hier, je suis passé, je crois que j'ai pris, 10 vues en une journée. Ça m'était jamais arrivé sur une vidéo. Donc ouais, typiquement ce genre de truc, vous voyez, changer la vignette, bim, ça fait augmenter le nombre de vues. Améliorer l'intro, on va mettre la rétention. Faut que je mette des timecodes aussi. Enfin, c'est débile. Donc les timecodes, pour ceux qui savent pas, c'est les chapitres dans la description. En fait, c'est vrai que tu as une vidéo de 40 minutes, peut-être que tu veux voir juste en fait une partie parce que tout le reste tu connais. Sinon, aller chercher à la main, là, comme ça, vas-y, paye ta galère, quoi. Donc voilà, Pareto, je vais me concentrer et faire des vidéos. Je vais augmenter la qualité de mes vidéos avec mes moyens parce que je peux pas payer un setup à 5000 balles avec des caméras, des machins, plusieurs angles. Tout ça, c'est pas pour maintenant. Donc on va faire avec les moyens du bord. Et je pense que c'est là où tu développes des vrais skills parce que si tu te dis oui alors il me faut 10 enfin je sais pas 3 caméras, des lumières, ring light, parce que j'ai vu non mais il y a des lumières, ça coûte 1500 balles la lumière, 1500 balles. Non mais c'est ultra cher. Bon après, je sais pas, je me dis si tu payes un setup à enfin je sais pas 10 000 € et que ça te permet de faire des vidéos qui te génèrent 20, 30, 40 000 € tous les mois, bon bah, franchement, good deal. Mais faut commencer plus petit. Et en faisant plus petit et en essayant de faire les mêmes résultats que des personnes qui payent 10 000 € avec, je sais pas, 50 ou 100 balles, c'est là où je pense que tu développes vraiment, vraiment, vraiment de la vraie compétence. Donc voilà, la conclusion, c'est ça, c'est la contrainte, enfin réussir à faire mieux avec moins. Je pense que c'est ça la vraie réflexion derrière Pareto et vraiment penser Pareto pour tout, quoi. C'est débile, mais là, juste j'ai une vignette d'une vidéo, j'ai pris 10 vues alors qu'elle en avait fait 30. Je me suis concentré sur le truc qui était important. Donc, se concentrer sur les trucs importants, sur les actions importantes. Et donc voilà. Je vais pas montrer les chiffres globalement. J'ai passé la barre des 100 vues. Là sur YouTube, je dois être à presque 200. Mais vu que j'ai pas refait de vidéo, ou je vais pas continuer à créer des faits cumulés. Là, l'idée, c'est de faire des petites vidéos sur ce que j'ai fait, sur ce que je mets en place, tout ça, pour documenter. Donc je pense que je vais parler de sujets vraiment variés, même de montage. Je pense que je vais parler de montage, de mes réflexions au niveau de comment j'écris des histoires. Aussi, je vais quand même conclure sur un autre truc avec ChatGPT. Faut le voir comme un stagiaire ou un junior. Tu peux pas déléguer quelque chose à un junior que tu ne sais pas faire. Le junior, en fait, faut comprendre que si par exemple, t'embauches un junior ou un stagiaire en compta, enfin bon, c'est absurde parce qu'il me semble qu'en compta, il faut au moins des compétences, mais OK, tu prends un stagiaire pour faire ta compta ou je sais pas quoi. En fait, si c'est juste un truc qui te gonfle et que tu dis: «Je vais prendre un stagiaire pour déléguer», t'es dans la merde. C'est obligé. Pourquoi? Parce que tu peux pas vérifier derrière au niveau au moins du processus. En fait, c'est pas spécialement au niveau de la connaissance. La connaissance, le savoir, là maintenant avec internet tout ça, il a plus tellement de valeur. Parce que tu peux avoir n'importe quelle information avec internet, ChatGPT, machin. Maintenant, le vrai truc qui a de la valeur, c'est le savoir-faire. C'est-à-dire que si tu sais pas comment faire ta compta, parce qu'en fait, savoir faire sa compta,
c'est le faire, mais savoir, ce qu'est la compta, les trucs à faire, tout le monde peut le savoir, hein. Tu cliques sur Google, «Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour, faire ma compta?» Il va te donner les infos. Sauf que, si tu sais pas le faire, tu vas pas pouvoir vérifier ou corriger quelqu'un, qui ne sait pas le faire non plus. Donc tu as une erreur, tu as perdu du temps, de l'énergie avec quelqu'un qui ne sait pas le faire. ChatGPT, c'est la même chose. Si tu lui demandes de faire ta compta, il va pas avoir le contexte, il va pas avoir les éléments, il va pas savoir où chercher les éléments. Et donc du coup, moi là par exemple pour faire des scripts YouTube, en fait, je suis en train de les faire à la main pour comprendre le processus des scripts YouTube qui marchent, pour ensuite pouvoir en faire des prompts. Parce que franchement, moi ça me fait trop gaulerie. Les mecs là, sur, qui disent, «Ouais ChatGPT il est pas pertinent. Il a pas d'esprit critique». Non mais vraiment, genre, faut comprendre que en gros, ChatGPT, donc là, la version 3.5, selon, les calculs je sais pas quoi là, ce serait une personne qui a 86 de QI. 86 de QI, bon, tu pas gogol, mais bon, tu pas non plus, tu pas le couteau le plus aiguisé du tiroir quoi, tu vois? Donc, faut comprendre qu'il faut tout lui expliquer. Tu rédiges un article sur un sujet scientifique. Tu vas pas dire à ChatGPT: «Rédige un article sur un sujet scientifique, sur X sujet scientifique». Faut que tu lui demandes des sources. Il commence à réussir à fournir des sources maintenant. Faut que tu lui demandes d'avoir un esprit critique sur chacun des sujets qu'il avance. Parce qu'il est capable, en fait, de mettre en lien des contre-arguments. Il est capable de contre-argumenter ce qu'il dit. Donc du coup, faut juste que toi, tu comprennes, toi, quand tu rédiges un article ou comme une dissertation, tu vas dire: «OK, d'abord, moi, la première idée, c'est ça, idée A». OK? Et dire que ChatGPT ne fait pas l'idée B, donc la thèse, c'est l'idée A, et qui fait pas l'antithèse naturellement, en fait, toi, dans ton cerveau, au début, quand le prof il t'a appris à faire une dissertation, il t'a dit: «Tu vas faire thèse, après tu vas faire une antithèse», en expliquant ce que c'est une antithèse et c'est quoi la logique à faire derrière l'antithèse. Et ça, ChatGPT, en fait, faut lui expliquer ce que c'est une antithèse et c'est quoi la logique. Bon, je vais pas tester, mais si tu lui dis: «Fais l'antithèse de cette thèse», il va comprendre. OK? Mais si tu as un processus précis pour faire des antithèses ultra béton, faut que tu lui expliques. Parce qu'en fait, quand tu lui dis: «Fais une antithèse», il va comprendre ce que c'est et en fait, il va faire l'antithèse la plus probable par rapport à la thèse, selon toutes les données qu'il a. OK? Sauf qu'en fait, dans ton prompt, il faut que tu mettes: «Fais une antithèse» avec toi les infos et le processus que tu as, pour qu'il puisse faire l'antithèse que tu aurais pu faire. OK? Et du coup, c'est ça le vrai processus à faire avec ChatGPT, c'est de lui expliquer, de le prendre pour un junior qui a énormément de connaissances, mais qui a zéro processus. Il a tout le savoir, il a pas le savoir-faire. C'est vraiment ça la clé. Dire qu'il a pas d'esprit critique, oui, il a pas d'esprit critique, mais parce que l'esprit critique, avoir un esprit critique, c'est un processus en soi. C'est demander de challenger une idée, d'essayer de trouver des contre-exemples, des contre-arguments, d'aller chercher au niveau des chiffres, d'aller chercher au niveau des expériences, tu vois, pour challenger un concept. Mais ça, c'est un processus que certaines personnes ont naturellement, mais il y en a qui l'ont pas. Tu vas leur dire que la Terre est plate, il va regarder le bout de la rue, il va faire: «Ouais, ouais, ouais, ouais. Ah bah, la Terre elle est plate. Ouais, ouais, pas con. Ouais, ouais, j'ai toujours, je t'ai toujours dit qu'elle était carrée, mais je pense qu'elle est plate». Donc, tu vois, faut prendre ChatGPT comme le neuneu à qui tu dis, tu vois, ChatGPT, tu dis, fais un article comme quoi la Terre elle est plate. Bon, vu qu'il est un peu bridé, machin, il va peut-être te dire, oui, mais la Terre elle est pas plate, machin. Tu lui dis, je m'en fous, fais quand même un article sur le fait que la Terre est plate en mettant des arguments qui prouvent que la Terre est plate. Il va te faire un article comme quoi la Terre est plate. Il fait ce que tu lui dis. Et il mobilise les connaissances que tu lui demandes de mobiliser. Il les a toutes. Il faut juste que tu saches comment mobiliser les connaissances. Et après, ces connaissances-là, dans quel processus de réflexion que tu peux lui détailler, tu vas lui demander de les utiliser pour créer un raisonnement, créer un contenu. Voilà, je vais finir là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée. A plus. Ciao, ciao.